Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons ce matin de comment dynamiser sa famille et accroître sa productivité. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, d'aucuns se posent la question, pourquoi n'avoir pas commencé par le célibat? Pourquoi on priorise déjà la vie de famille et tout? Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée. C'est pas trop la forme, peut-être que les téléspectateurs vont le ressentir, mais bon, j'ai foi qu'au fur et à mesure, je vais prendre ma vitesse de croisière. Mais je veux commencer déjà par dire merci à deux personnes. Beaucoup de choses que je vais dire ici est le résultat d'un parcours auquel ils m'ont permis de participer, notamment celui de conseiller conjugal. Je veux dire merci au docteur Hortense Karambiri qui se bat énormément pour les questions de famille. Je pense qu'elle a des émissions qui sont suivies un peu partout dans le monde. Vraiment merci pour tout le travail qu'elle a et l'opportunité qui m'a été donnée. En tout cas, de découvrir des outils qui m'ont permis de mieux structurer ma famille et d'accompagner d'autres personnes dans ce processus-là. À côté d'elle, c'est le docteur Daniel Chou, qui est camerounais, qui a lui créé une école. Il a une école, un parcours vraiment, un diplôme, licence, master en conseil conjugal et qui est entre le Cameroun, le Burkina et bien d'autres pays et vraiment qui a du contenu, du vécu et c'est vraiment beaucoup de choses que je dirais ici, sont sur la base des outils, en tout cas que j'ai découvert dans ce parcours-là. Je me devais en tout cas de leur rendre hommage et de les féliciter pour le travail qu'ils abattent. Bien mérité, félicitations donc. Merci beaucoup. Alors pourquoi rester sur cette tranche? En réalité, déjà notre cible ici, c'est pas vraiment ceux qui démarrent. C'est quoi qu'il y a des échappés là, il y a des vieux célibataires qui le suivent aussi, ou des personnes qui, pour des raisons vraiment indépendantes de leur volonté, se sont retrouvées en posture de célibat. Mais je mets l'accent sur le cœur de cible. Je crois que le cœur de cible, c'est vraiment des décideurs, c'est vraiment déjà des chefs de famille. Et beaucoup de familles, comme je disais, sont dysfonctionnantes. Mais il faut retenir aussi que tout ce qu'on va voir, en réalité, c'est les mêmes outils qui permettent de commencer, sans insister sur le commencement, parce que si vous voulez rebâtir, de redynamiser votre famille, en fait ça demande de refaire beaucoup le travail à zéro, ce qui est un peu plus compliqué que de partir de zéro. Donc de toutes les façons, ce qu'on dira sera aussi valable pour ceux qui démarrent leur parcours de famille. Et je vais encore insister, vous savez, il y a quelques jours, j'ai quelqu'un que je connais qui a tenté de se suicider encore. Je dis qu'on en a déjà perdu un. Et là, une autre personne, il y a 3-4 jours. Et je m'excuse d'en parler ici, mais ça reste encore des défis de famille. Ça reste encore des défis de famille. Je pense que on a de plus en plus, je ne sais pas comment nous on a eu beaucoup de chance et nos aînés peut-être de vivre dans le quartier, tu vois, les quartiers populaires. On avait toujours un moyen ami avec qui on pouvait partager nos défis. Mais j'ai l'impression que nos jeunes sont de moins en moins en groupe, ils sont de plus en plus isolés avec la nucléarisation, si on peut dire ainsi, de la famille, combinée peut-être aux réseaux sociaux qui isolent davantage les gens, qui leur donnent accès à des informations que nous on n'avait pas avant. Donc ils ne nous permettaient même pas de nous projeter différemment. Du coup, il y a vraiment un effort particulier à faire aujourd'hui pour relever nos familles, parce que c'est une grosse responsabilité qu'on a de devenir chef de famille ou mère de famille. Beaucoup de difficultés dans les familles. Beaucoup, énormément. C'est très compliqué. Ça fait peur. Mais j'ai l'impression que c'est un problème qui n'est pas très bien perçu. Et c'est là où vraiment, quand on parle prenons un jeune homme, un étudiant, qui vit une situation familiale tellement difficile qu'il abandonne ses études. Oui, directement, il y a un problème de productivité. Et j'en vois, je vous assure, en tant que dirigeant d'école, j'en vois combien le problème dans les familles impacte déjà les études. Ne parlons pas de la vie professionnelle. Donc voilà un peu le contexte. Et en ce moment, est-ce que c'est essentiellement lié au manque de communication dans les familles? Pour terminer aussi sur cet aspect qui est très important. Il y a beaucoup de problèmes. C'est un ensemble d'outils, mais je pense qu'on va les voir, et dont la communication est un vecteur central, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'outils à mettre en branle, et c'est vrai que la majorité des outils sont des outils de communication, parce que la vie de famille l'homme est un être social, c'est du relationnel, on vit en société, et vivre en société, c'est savoir passer des messages, donc c'est communiquer. Ouais, donc effectivement, le plus gros problème, l'un des gros problèmes, c'est un problème de communication. Puisqu'on parle de dynamiser sa famille et accroître ainsi sa productivité, déjà qu'est-ce qu'on doit comprendre par dynamiser? Ok, dynamiser, parce que
c'est vrai qu'on aurait pu parler, comme on l'a dit, de ceux qui démarrent des familles. Mais vraiment, mon battement de cœur en ce moment, ce sont ceux qui ont déjà construit des familles. Quand je vois, je rencontre des situations, je me dis, peut-être qu'ils peuvent se dire, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà fait, on n'y peut rien, et donc subissons. Et moi, j'ai envie de dire non, on peut encore. On peut. Donc, redynamiser sa famille, c'est comment la reconstruire, comment faire en sorte qu'elle soit épanouie et qu'elle devienne pour nous un levier de productivité. Parce que je dis qu'une famille qui est déstructurée, une famille qui ne fonctionne pas correctement, va devenir un facteur d'improductivité. Il va être très difficile pour l'ensemble des membres de la famille d'atteindre la productivité dans une famille qui est déstructurée. Donc voilà ce qu'on entend par dynamiser ou redynamiser. C'est rendre sa famille, faire de sa famille un endroit de repos, un endroit de paix, un endroit qui vous booste, qui vous donne envie d'aller plus loin, de vous battre, dans lequel vous vous sentez entouré et aimé. Et en quoi une famille dynamisée pourrait permettre à l'un des membres de la famille d'accroître sa productivité dans son domaine? Ne serait-ce que la paix intérieure. Vous savez, quand prenons un chauffeur là, qui doit conduire des gens qui a plein de soucis, qui est très inquiet, qui est en colère, mais il est un danger pour la circulation. Prenons un médecin qui doit réaliser une opération alors que ce matin, il s'est engueulé avec son épouse ou il a subi une injustice. Oui, il y a autant de facteurs parce que lorsque l'esprit humain n'est pas en paix, il est exposé à un mauvais fonctionnement. Quand il n'y a pas de... Vous savez que l'hormone du plaisir, c'est la dopamine. Donc quand on se sent bien, notre cerveau injecte la dopamine. Mais lorsqu'on se sent mal, il n'y a plus de dopamine. Donc du coup, le cerveau il grippe et le risque de mal faire est très élevé. Alors que la famille, c'est l'un des facteurs qui bouscule le plus la vie des individus. La dernière fois, je posais la question s'il y avait un prototype. Aujourd'hui, puisqu'on parle de dynamiser sa famille, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des éléments essentiels pour une famille épanouie? Oui, pour moi, ce sont ces éléments, par exemple, je peux les citer rapidement, je ne les ai pas vraiment en mémoire, parce que ma vie n'a pas été simple. D'abord, je les citerai, puis peut-être on reviendra dessus, c'est le pourquoi. Pour moi, un des facteurs importants, c'est de définir le pourquoi. C'est-à-dire la raison d'être de cette famille-là. Souvent, les mobiles d'action qu'on a ne sont pas bons. On aura la communication qui est un élément important, et on va revenir là-dessus. Le pardon, qui est l'une des clés, parce que si on ne comprend pas ce que c'est et comment ça marche, et c'est un sujet de mon livre d'ailleurs, Banaliser le succès, parce que c'est l'un des leviers aussi de productivité, même individuelle, même dans la vie professionnelle, on verra. Vous avez la confiance, parce que si les gens ne se font pas confiance dans la famille, c'est compliqué. Il y a plein de familles où on ne se fait pas confiance, que ce soit entre parents, parents-enfants, etc. Les belles familles, qui sont aussi un défi, comment on les prend en compte, et beaucoup échouent justement à ne pas savoir mettre des limites au territoire de la famille nucléaire. Il y a des invasions de belles familles et ça crée d'autres problèmes. Vous avez l'amour, donc la compréhension même de l'amour, qu'est-ce que c'est? Et je crois que c'est un pilier qui peut emmener l'échec dans un couple, la difficulté. Vous avez l'intimité, donc l'intimité du couple, et puis les enfants. Voici quelques points, c'est pas exhaustif, mais ce sont des problématiques qui affectent durablement la vie des familles. Et là, je veux qu'on s'intéresse déjà aux trois premiers. Vous avez dit le pourquoi, vous avez dit la communication et le pardon. D'accord. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, le pourquoi. Tu vois, quand j'étais en Chine, voilà une anecdote qu'on me raconte en Chine. Un ami qui travaille avec un Chinois, et le Chinois lui dit que lui, il veut une femme africaine. Le monsieur, il dit, mais pourquoi? Il dit, vous savez, en Afrique, c'est facile de se marier. Mais en Chine, non. En Chine, se marier, ça se mérite. C'est pas parce que tu as un sexe masculin que tu dois pouvoir l'utiliser, quoi. Il faut que ça rentre dans un cadre. Ouais, ici aujourd'hui, le mariage, c'est où se mettre en lien avec une femme est devenu très banal. Regardez dans nos villages, les gens se promenaient nus, hein. Il n'y avait pas de vêtements comme aujourd'hui. Les femmes avaient les poitrines en l'air et tout. Mais ça n'entraînait pas forcément des pensées. Parce que c'était pas ça en fait. Le mariage ne reposait pas sur, par exemple, je vais pas être seul, je veux une compagnie. Non, ça va bien au-delà. Donc la question déjà c'est de se poser, pourquoi on se marie? Pourquoi je veux construire une famille? Parce que si ce pourquoi, il n'est pas assez fort, il ne transcende pas vos personnes, vous n'irez pas loin. Vous aurez toujours de bonnes raisons de quitter un foyer ou de mal vous en occuper. C'est difficile, hein. Je vous assure que diriger une famille est aussi difficile, sinon peut-être même plus difficile que de travailler. Lorsque vous travaillez, on vous paye. Donc il y a un levier de motivation que vous avez. Mais quand vous dirigez une famille, on vous donne rien. Ça vous coûte. Donc c'est même plus compliqué
de bâtir une famille que de bâtir une carrière professionnelle. Parce qu'il n'y a pas de retour immédiat. Il n'y a même pas de retour, mais moi j'ai envie de dire. Toute la vie de la famille, ça ressemble à cas de difficultés. On ne voit le bienfait finalement que même à la fin. Moi je connais, regardez, déjà se marier c'est compliqué, ça coûte, c'est du stress, on se marie, d'accord. Ensuite on dit grossesse, l'enfant arrive, c'est encore des problèmes, l'accouchement c'est des problèmes, il commence à grandir, il vous casse tout à la maison, après il faut payer la scolarité, il devient un ado. Ma belle m'a dit un jour que les ados c'est des fous, c'est-à-dire qu'il fait des choses, mais vous dites mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Après on dit bon, il faut qu'il se marie, il faut qu'il trouve un travail, et tout ça c'est des poids pour les parents. Mais en retour ils ont quoi? Si vous attendez un retour matériel, c'est que vous n'y arriverez jamais. C'est très dur de porter une famille. Donc il faut trouver un mobile plus grand que vous, plus grand que vos intérêts. On ne peut pas se marier par égoïsme. On ne peut pas bâtir une famille par égoïsme. Aller en famille, c'est donner. Pas seulement pour soi, mais pour la société. Et ça, c'est un point fondamental. Parce que je dis que la famille, c'est l'outil de production des individus. Donc, si nous voulons avoir une nation forte, il faut que nous ayons des familles fortes qui produisent des individus équilibrés qui vont aller compétir avec le reste du monde. Mais si on fabrique des gens faibles, comment on veut que notre nation se développe? Donc au-delà de nous, et j'insiste, bâtir une famille, c'est trouver une raison au-delà de sa propre personne. Sinon, on ne pourra pas tenir tellement c'est difficile. Est-ce que cette interrogation, est-ce que cette réflexion ne devrait pas plutôt être menée par le célibataire avant de s'engager, ou est-ce que dans la famille, déjà quand on y est, on se pose... On peut corriger encore. C'est vrai qu'on devrait commencer là. C'est parce qu'il a dit que c'est valable pour les deux. Mais celui qui est déjà là-dedans, qui n'a pas pris ce temps de réflexion, qui a juste apprécié la beauté physique d'une dame, elle est belle, elle me plaît, oui, je vais être avec elle, c'est pas assez. C'est pas assez. Et justement, malheureusement, ça finit très vite cet effet-là. Et on tient avec quoi maintenant? Vous êtes parti pour 10, 20, 30, 40, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et la mort vous sépare, je vous souhaite, dans plus de 50 ans. Parce qu'il a été démontré que les mariages, des couples qui restent ensemble et qui vivent jusqu'à 50 ans, c'est très rare. Donc on suppose 50 ans de vie de foyer, c'est extrêmement rare d'en rencontrer. Pas parce qu'ils divorcent, parce que l'un est parti avant l'autre, etc. Donc en général, donc 50 ans de vie de couple. Mais vous allez faire 50 ans ou 40 ans ensemble. Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir jusque-là, jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si c'est juste des intérêts personnels, je vous assure que ce n'est pas possible. Il faut quelque chose de plus grand. Et c'est ça où il faut questionner sur quelque chose-là. Qu'est-ce qui peut alimenter ma motivation, mon engagement vis-à-vis de mon conjoint, de mes enfants, au-delà de ce que je veux pour moi? Et ça, si on ne répond pas à cette question, ça va être compliqué. Parlons du pardon, puisque quand on arrive à se poser le questionnement de pourquoi la communication peut être établie, mais le pardon. Alors, le pardon, parce que vous rencontrez quelqu'un qui a des limites. Vous-même, vous en avez. Mais comment vous allez... Et la personne, durant toute votre vie, votre conjoint, vos enfants, mais je vous assure que vos enfants vont vous décevoir. C'est étonnant, mais ils peuvent poser des actes, vous pouvez tellement être dessus. Donc, si vous n'avez pas cultivé le pardon comme un outil, ça va être très compliqué. Vous aurez trop de raisons valables de ne pas poursuivre l'effort. Il y en a qui ne divorcent pas, mais ils s'occupent plus de leur famille parce qu'ils ont baissé les bras. Et la raison, c'est quoi? Il y a eu un revers, il y a eu une frustration, quelque chose qu'on n'a pas supporté, et malheureusement, on n'arrive pas à transcender et à pardonner. Alors, je vais rapidement expliquer un peu comment moi j'entrevois le pardon, et c'est un sujet de mon livre, comme je dis, je vous invite à le lire, à l'acheter aussi. Le pardon n'est absolument pas un sentiment. D'accord. Le pardon, c'est un choix de se libérer et de libérer autrui. Parce que la première personne à qui vous faites du tort lorsque vous ne pardonnez pas, c'est très démontré en psychologie, c'est vous-même. Lorsque vous en voulez à quelqu'un, vous n'avez pas de paix. Vous êtes tout le temps frustré. Chaque fois que vous pensez à la personne, chaque fois que vous la voyez, vous êtes en colère. Et je rappelle que ces sentiments négatifs, colère, amertume, frustration, sont improductifs pour la vie humaine. Regardez, quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, tout le monde le fuit. Vous ne pouvez pas attirer des opportunités si vous êtes en colère. Ça ne marchera pas. Tout le monde va vous fuir. Donc vous n'avez pas intérêt. Et ça, j'ai aimé Mandela qui l'a dit. Mandela, on lui a posé la question après 27 ans de prison, le président sud-africain, paix à son âme. Et il a dit, comment il arrive à travailler avec des gens qui l'ont mis en prison, qui ont pratiquement détruit sa vie? Et il dit que, je paraphrase, lui, il ne permettra jamais à un individu de dégrader son estime personnelle. Parce qu'il estimait qu'en vouloir à quelqu'un, c'est se dégrader soi-même. Et je vous assure que c'est vrai. Donc, apprendre à pardonner, ce n'est pas même pas pour les autres.
c'est pour nous-mêmes, parce que c'est ce qui va nous permettre d'être dans un état de repos, de paix, donc de productivité. Parce qu'une personne amère, frustrée, ne peut pas être productive. Regardez dans le monde professionnel, quand vous voyez des collaborateurs qui deviennent frustrés, est-ce qu'ils peuvent produire? C'est impossible. Quand dans une famille, les acteurs sont frustrés, ils ne peuvent pas produire. Donc, pardonner, c'est un outil pour protéger son être intérieur et justement développer sa productivité, être constamment en orbite motivation et productivité. Alors, pour pardonner à quelqu'un, je vois des situations où on dit non, pardonnez-vous. Non, moi je crois pas, je crois qu'il y a une démarche pour pardonner. La meilleure façon de pardonner à une personne, c'est d'apprendre à regarder la problématique, le tort qu'elle vous a fait de son point de vue. Lorsque vous êtes capable de regarder le tort d'autrui de son point de vue, ce que ça va produire chez vous en fait, c'est que vous allez le comprendre. Quelqu'un peut vous faire du tort, hein, mais vous pouvez comprendre pourquoi il vous fait ce tort-là. Moi je connais, dans mon livre je raconte l'histoire d'un père violent. Qui battait son fils, mais à un niveau pas possible, très violent. Et puis l'enfant entrevoit de comprendre pourquoi son père était aussi violent. Et il finit par se rendre compte que le père lui-même était battu de la même manière par son propre père. Ça ne justifie pas, mais au moins on comprend que lui-même est une victime de la violence. Et il ne fait que reproduire cette même violence. Donc lorsque vous arrivez à le comprendre, il ne fait pas exprès. C'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est le seul modèle qu'il connaît. Ça vous met déjà dans une disposition, pas à accepter, mais à comprendre. Et à comprendre que si vous ne pardonnez pas, vous risquez de reproduire les mêmes effets sur vos enfants ou sur votre famille. Et là, ça peut vous donner la force suffisante. Si c'est bien fait, là on est sur un plateau, on ne peut pas aller dans le détail. Mais si c'est bien fait, on peut trouver la force justement de transcender cette douleur et de pardonner. Qui ne veut pas dire, pendant qu'on pardonne, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de douleur. Hein. Non, c'est dans la douleur qu'on pardonne. Et à force d'exercer le pardon, la douleur devient, elle s'estompe, le souvenir ne peut pas s'effacer. Donc, une vie de famille est une vie de pardon constant. Il y aura toujours une raison pour laquelle il faut pardonner, même en entreprise. Si vous ne pardonnez pas à votre hiérarchie qui vous frustre de temps en temps, même souvent, très souvent, si vous ne pardonnez pas à vos collaborateurs, vous allez être amer. Et si vous devenez amer, il n'y a plus de productivité. Il n'y a plus de productivité quand on est dans cet aspect. Mais pour quelqu'un qui arrive un lundi matin au bureau, comment dissocier ce que tu as de personnel qui touche à ta famille, à ton entourage ou à tes humeurs personnelles parce que tu es mal réveillé avec ton travail? Comment dissocier, faire la part des choses parce qu'il n'est pas rare d'aller vers un service public et quand tu regardes ton accueil, quand tu regardes la réponse par rapport au service demandé, tu sais qu'il y a un problème. Absolument. Mais un problème qui n'est pas forcément lié aux professionnels. J'ai vécu ça. Comment à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs on peut leur donner le conseil pour faire la part des choses et être plus productif? Bon, déjà la solution la plus structurante, c'est de veiller à ce que sa famille ne soit plus un vecteur de frustration. Parce que si ça c'est déjà réglé, la situation va se produire de façon rare. En entreprise, oui, la source peut venir de l'entreprise. La technique, il y a des techniques d'attention. C'est de faire en sorte de... Vous voyez, il y a des personnes, j'ai un ami, il est extrêmement focalisé. Il peut encaisser une très mauvaise nouvelle tout de suite. Et puis la minute, quand il raccroche son téléphone, il commence à rire. Mais pendant qu'il était au téléphone, il était extrêmement en colère. Il était dit, mais attends, la journée va se terminer comment? Mais dès qu'il raccroche son téléphone, il commence à rire. Et les chefs d'entreprise savent faire ça. Switcher entre plusieurs situations. Et c'est un exercice d'attention. Je pense, en toute sincérité, que la réponse est développée dans mon livre. Vraiment qu'ils aillent lire. Si vous développez, vous pouvez trouver sur YouTube. Ça va être assez long d'expliquer ici. Mais il faut travailler son attention pour faire les choix de ce sur quoi vous portez votre attention. Et ça, il y a plein d'exemples, en tout cas, que je donne à ce sujet dans le livre. Et c'est plus on va s'entraîner à développer son attention, moins on va être impacté par ce qui se passe autour de nous. Dans les leviers pour dynamiser sa famille, après le pourquoi, la communication, le pardon, on a la confiance, on a les finances, on a les belles familles, l'amour. Est-ce qu'on peut en parler, préciser? Alors, je vais insister parce que je crois que le code de temps joue contre nous, où on reviendra peut-être sur la communication. Mais donc je vais sur les finances et puis on reviendra sur la communication et prendre le temps de développer des outils. Les finances, je crois que les finances, je vais les lier un peu à la confiance. Malheureusement, dans la préparation, on n'aborde pas tous les sujets. Le problème n'est pas d'être parfait, hein. Moi je pense pas que... Je prends par exemple un des grands problèmes dans les foyers, c'est l'infidélité de l'homme en général. Et aujourd'hui on commence à voir des infidélités des femmes. Mais je vais rester sur l'infidélité de l'homme. Un homme qui a déjà préparé sa femme, qui sait que de toute façon ce type, il est infidèle. Je ne dis pas que je valide l'infidélité, mais où elle savait à quel type d'homme elle avait affaire. Et puis elle a accepté. Oui, il y aura moins de problèmes. Qu'une femme à qui l'homme a vendu le rêve
d'un homme fidèle qui ne va jamais regarder ailleurs et qui se rend compte plus tard que ce gars-là, vraiment c'est un cas, ça va être plus compliqué. Donc la question n'est pas d'être fidèle ou infidèle ou plus. Non, la question c'est quelle est la franchise, en quoi la clarté du jeu, du contrat a été au départ. Parce que plus vous faites des promesses que vous ne tenez pas, plus vous sapez la confiance. Donc ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas. Et si vous avez eu à le faire par le passé, il faut peut-être se réasseoir pour rediscuter. Il y a des confessions qu'on ne peut pas faire aussi comme ça, c'est pas aussi aisé, il faut vraiment de l'accompagnement. Mais plus on est vrai, l'autre sait à quoi il s'engage, mieux le couple va se porter, mieux la famille va se porter. Mais plus on a eu des illusions et qui tombent, ça va poser problème. Et c'est ça la confiance. Faire en sorte que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça ne veut pas dire d'être parfait, mais ne prends pas d'engagement que tu ne peux pas tenir, tout simplement. Alors revenons aux finances. Un couple qui, chacun dans son attente, la femme s'est dit, moi je suis une femme, l'homme doit faire tout. L'homme moderne d'aujourd'hui dit, c'est pas possible, la vie est trop dure, une femme aussi doit contribuer aux besoins de la famille. Mais il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de terrain d'entente, mais il y aura des problèmes. Parce qu'au moment de prendre les décisions maintenant dans la famille, on dit ah non, moi j'ai rien à faire parce que c'était ça le contraire. Mais non, on n'a pas parlé de ça. Donc, c'est pour ça que la communication revient. Pour chaque point, il faut s'asseoir ou se réasseoir et puis rediscuter, réévaluer, trouver des terrains d'entente. Je vais vous choquer. Moi j'ai fait cet exercice avant de me marier. Et moi j'avais proposé à mon épouse qu'on ait le même compte bancaire. C'est moi qui lui propose. Et puis elle refuse. Elle trouve que non, elle gagnait plus d'argent que moi. Donc je crois que c'était ça la motivation majeure. Donc je lui envoie un petit coup là. Donc elle dit, certains déjà qui sûrement nous écoutent et nous suivent et qui ne donnent même pas quel est le salaire, qui l'époux n'a pas une idée du salaire, déjà vont s'étonner de ce qui vient d'être dit. Ah moi oui, j'avais proposé qu'on ait le même compte et elle a refusé. Et quand elle a refusé, on a discuté, on a trouvé un terrain d'entente. Chacun garde son argent, mais tous les projets, tout ce qu'on doit faire. Parce que moi, je n'entendais pas de faire tout. Parce que moi, je viens d'une famille polygame, j'ai plein de frères et sœurs, moi, je ne peux pas me permettre de faire tout. Donc, on s'est mis d'accord sur un principe, c'est-à-dire que moi, je finance, peu importe l'activité, entre 100% et 60%. Et elle finance entre 0% et 40%. Donc, si on doit faire une chose, on s'assoit et puis on discute. Pas tu donnes combien. On marchande, on se met d'accord. Et quand on arrive à un accord, on le finance. Et ça fait que d'un point de vue financier, on n'a jamais eu de problème. Puisqu'il y a un principe, je vous dis, diriger une famille répond aux mêmes règles que diriger une entreprise. On devrait même avoir un manuel de procédure. Comment on règle les questions en les anticipant simplement. Et je vous assure que beaucoup de problèmes peuvent tomber parce qu'on ne sera pas en train d'imaginer. Et quel est le cas aussi, parce qu'on parle là d'une famille moderne où monsieur et madame travaillent. C'est important aussi de parler de la réalité au Burkina. Une famille où les deux ne travaillent pas en ce moment. Qu'est-ce qui est conseillé? Comment on peut la gestion une des famille finances où les deux ne travaillent pas? Si monsieur peut travailler, madame peut être ménagère, elle peut être simple étudiante ou tout. Elle peut être en quête d'emploi. Un travail et pas l'autre, quoi. Un travail et pas l'autre. Ah d'accord, donc c'est transitoire. Justement. Ou c'est un choix. Ça peut être aussi un choix. Ça peut aussi être un choix. Non, c'est pourquoi je dis tout est une question de communication. Moi je connais quelqu'un qui a fait ce choix, un père son âme aujourd'hui. Ils avaient décidé que la femme ne travaillerait pas pour s'occuper des enfants et lui, en ce moment, l'accord est clair. En fait, le problème, c'est pas d'arriver à un accord équilibré comme le mien. Tout revient toujours à la communication. Il faut qu'on définisse. On peut avoir une famille où après échange, l'homme dit, moi je suis le chef, et je connais des hommes qui ont dit ça, ma femme ne contribue en rien dans le ménage. Mais au moins c'est clair. Et puis il dit qu'il assume. Il n'y a plus de problème. Il ne peut pas revenir demain dire, ah bon, finalement c'est un peu compliqué. Non, c'est toi qui as dit dès le départ, et je suppose que tu vas payer le prix pour garantir cela. Donc oui, en fait, il n'y a pas un modèle parfait. Il y a des principes. Le principe, c'est qu'il faut s'accorder. Il faut échanger, définir un mode opératoire. Mais votre mode opératoire, il est vraiment le vôtre, quoi. Moi, je ne peux pas venir dire que mon modèle est l'idéal que tout le monde doit suivre. Pas du tout. Non, pas du tout. Il peut y avoir des couples, mais c'est la femme qui fait tout. Parce qu'elle a plus de revenus, l'homme aussi l'accepte, avec toutes les conséquences qui vont avec, tu vois. Donc, c'est une question de communication. Ce sont des aspects qu'il faut pour dynamiser sa famille dont on parle. Et dans la suite, il y a les belles familles, l'amour, l'intimité, les enfants. Est-ce qu'on peut rapidement, en 5 minutes On choisit lequel? Le plus important ou les deux plus importants? L'intimité. D'accord. Et ça, c'est un volet aussi. J'invite tous ceux qui nous suivent à... tu vois, une fois, il y a un ami qui est venu me voir
Il me dit, Bandé, si ma femme ne fait pas une certaine chose, dans une semaine, je la chasse. Puis il dit, oh. Il dit, dans une semaine, je la chasse. J'ai dit, bon, voilà ce que je te propose. Je vais t'inviter à suivre un documentaire. C'est une conférence. Quand tu vas finir de suivre la conférence, on en parle, on rediscute. Et voilà le titre. C'est sur YouTube. Vraiment, j'invite tous ceux qui nous suivent à aller suivre cette vidéo-là. Le titre de la vidéo, c'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », qui explique la différence entre un homme et une femme. Et nous sommes vraiment différents, je vous promets. Nous sommes différents dans nos attentes, dans nos modes de pensée, dans notre fonctionnement. Et quand tu prends l'intimité, les femmes savent qu'un homme, quand il finit, dort, quoi. Tu vois, c'est automatique chez nous. Hein. Pour elles, on va te dire que les femmes, c'est des fous, ça chauffe, ça prend du temps. L'homme, ça va très vite. Et si tu ne prends pas en compte l'attente de ton conjoint, tu vas le frustrer d'année en année. Et beaucoup de femmes, là, dans ce cas-là, ce sont les femmes qui sont très souvent frustrées. Parce que l'homme ne comprend pas comment elle fonctionne. Dans bien des cas. Beaucoup de situations, c'est des situations de simulation quand on n'est pas marié. Elles font semblant. Je pense que tu comprends de quoi je parle. Maintenant, une fois qu'on rentre dans le mariage, elle ne peut plus faire l'effort de simuler. Donc, elle commence à vivre la réalité. Elle est épuisée. Il y a les enfants, il y a le boulot toute la journée. Du coup, il faut comprendre que nous sommes différents. Et cette différence-là est telle que chacun doit faire l'effort de donner à l'autre. Pas ce dont lui il a besoin, mais ce dont l'autre a besoin. Et je vous assure, allez suivre ce film-là. Et je pense que beaucoup vont m'appeler et nous dire merci ici. Parce que ça va donner des réponses concrètes à des situations qu'on ne pouvait pas expliquer. Parce que nous sommes différents. Je donne un exemple. Une femme, quand elle doit s'habiller, parce que les femmes sont émotionnelles, tous les hommes savent que la femme a besoin peut-être d'une heure pour se préparer. Elle va se laver avant toi. Tu vas aller te laver après elle. Tu vas venir t'habiller et elle n'a toujours pas décidé de ce qu'elle va porter. Elle va même te dire que j'ai pas d'habits. Pourtant, tu dis, mais tout ça là, c'est des habits. Oui, elle n'a pas d'habits. Parce que chez les femmes, ces décisions-là se prennent par l'émotion. Elle n'a peut-être pas une tenue qui colle avec son émotion du moment. Nous, il n'y a pas d'émotion quand on veut faire un choix de vêtements. On choisit le vêtement et puis basta. D'ailleurs, on peut porter les mêmes couleurs tous les jours. Chez elles, c'est pas possible. C'est pas qu'elles font exprès. Hein. Elles sont différentes de nous. C'est lié à leur personnalité. Oui, et c'est l'émotion qui guide le choix. Ce n'est pas le raisonnement. C'est pas qu'elles sont irrationnelles, mais elles sont, dans leur processus de décision, l'émotion joue un grand rôle. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas lui mettre de la pression, tu vas la frustrer pour rien. Ça va rien changer. La seule chose que tu peux faire, c'est patienter. Que son émotion s'aligne sur une tenue et puis vous allez partir. Et elle ne fait pas exprès. Elles sont différentes de nous. De la même manière, un homme qui est en train de se déplacer dans sa maison, il y a des choses posées à terre qui sont tombées, qui sont mal rangées. Il saute, hein, parce que lui, il va aller chercher de l'eau à la cuisine. Il va directement à la cuisine. Tout ce qu'il y a sur son chemin, il ne fait même pas attention. Et puis la femme lui dit, pourquoi tu ne ramasses pas? Il ne voit pas. Il ne fait pas exprès. Parce que les hommes sont séquentiels. On fait une chose à la fois. Les femmes sont multitâches. Elles font plusieurs choses à la fois. Donc, et puis en même temps, allaiter l'enfant, préparer, laver, faire la lessive. Nous, on ne peut pas faire ça. Hein. On fait une chose à la fois. Parce qu'on est différents. Et mieux tu comprends la différence de l'autre, mieux tu vas comprendre l'autre. Je donne un exemple. Souvent, tu vois, il parle beaucoup. Non? Quand un homme a un problème, tu sais ce qu'il fait? Il reste seul. Quand nous, on a des problèmes, on veut les résoudre seul. On va dans notre coin. On reste dans un coin, on réfléchit. Elle va venir, oui, Cassie ne va pas, ça t'énerve. Parce que nous, c'est comme une faiblesse que de parler de nos problèmes. Mais elles, quand elles ont des problèmes, elles ont besoin d'en parler. Et toi, nous, on ne veut pas les écouter. Et comme on ne les écoute pas, ça les énerve davantage. Elle va parler toute seule. Elle a besoin de descendre sa vague, comme dit l'auteur. Et quand elle va finir de descendre sa vague, là, elle va dire, bon, finalement, ce n'est même pas un grand problème. Parce qu'elle avait juste besoin de parler. Il faut apprendre donc à l'écouter. Même si ce qu'elle dit ne te paraît incohérent. Elle en a besoin. Donne-lui ce dont elle a besoin. Si on dit, ah, les femmes parlent trop. Elles ne parlent pas trop. Elles sont conçues ainsi. Nous aussi, on ne parle pas assez. Donc, si on s'est mis ensemble, il doit y avoir de la concession de part et d'autre. Et c'est ce qui va permettre de produire l'harmonie et donc la productivité. Donc, comme on l'a dit pour notre thématique, une fois qu'on arrive à dynamiser sa famille à travers ces différents questionnements, sa productivité. Puisque vous allez vous sentir bien, il y aura moins de frustration, il y aura une plus grande collaboration. Vous serez plus accueillant dans votre service. Mais absolument, vous arrivez avec le sourire. Quelqu'un me rappelait que son maître de maison, nous on a connu ça à l'école, hein, avant le directeur ou le quoi, quand il arrive en blanc ou en rouge ou en noir, on sait qu'on est mort cette journée. Il va nous fouetter. Mais très souvent, c'est parce qu'il y a eu un problème à la maison. Hein. D'accord? Et on voit tous l'impact de la famille sur nos vies. Et encore plus sur la vie de nos jeunes. Et je vous en supplie,
Soyons responsables, faisons l'effort, investissons du temps, des ressources, de l'énergie dans l'édification de nos familles. C'est un vecteur de productivité individuelle, mais aussi nationale. Dernier mot, Abdul Karim Bandeh, pour qu'on referme cette émission. Vraiment que, en tout cas, ceux qui nous écoutent, je ne m'érige pas, je n'ai pas une famille parfaite. Moi aussi, j'ai des problèmes que je résous tous les jours. Il n'y a pas de prototype, il y a des défis, mais seulement devant chaque question, il y a une réponse, il y a une solution, cherchez-la, payez le prix. Et j'insiste, l'effort que vous mettez au travail, vous devez aussi le mettre, peut-être même plus, pour la construction de votre famille. Ça ne va pas se faire automatiquement. Et que Dieu assiste toutes les familles du Burkina et de l'Afrique et du monde. Merci beaucoup. Grandement merci à vous également, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi achève le FM donc ce numéro du DEJ Matinal Info avec Abdul Karim Bandeh, le directeur général du cabinet Salomon Conseil. En attendant, bien sûr, Dieu voulant, de vous retrouver pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.